Donc 20 recettes de TikTok, 50 nouvelles, comme ça appâte le chaland qui te connaît. Ça appâte ça, j'ai aucune idée ça voulait dire quoi. Ça ok. Ça c'est quoi Non mais ça c'est les C'est un truc de vendeur un peu, tu vois, ou de vendeur de rue, tu vois, un peu genre pour attirer le client. Petit. Pour que tu viennes l'acheter, tu vois. Wow, j'ai entendu ça. Ça c'est quoi? Mais C'est parisien ça? C'est mais pas du tout. C'est juste vieux français. C'est les expressions de Marie Soisic Grisoni. Ok. C'est ma mère en fait qui me donne toutes ces expressions. J'adore m'en rappeler celle-là, c'est bon, parfait. Ouais, mais tu sais que il y a en avril dernier, j'ai participé à un festival du cinéma canadien. Non. Et j'ai encore une petite liste de toutes les expressions que j'ai appris. Genre ma blonde. Oui, ma blonde. J'adore. Ben oui. C'était chill. T'es chill. Ouais. T'es chill. Mais il y en a qui le disent sans l'accent. C'est chill. Non. Moi, je trouve ça trop cool. Ah ouais. Chill. C'est chill. Non. Ça, par contre, j'ai jamais entendu ça. Alors, ok, je le fais mal. J'ai peut-être un... Peut-être. Chill. Chill. C'est chill. Ouais. Je trouve ça trop cool. Ouais, chill. On peut me dire... Le chum. Le chum, ouais, chum. Mon chum. Ma blonde. Ouais. C'est chill. On se peut dire... C'est correct. On va chiller. Oui, c'est correct. On peut chiller. Ouais. T'as bon. autre? Attends. À la fin de l'épisode, je t'apprendrai les expressions de Marie Soisic. Ok, parfait, c'est bon. On peut va échanger. Se faire un petit échange d'expressions, j'aime bien, ouais. Attends, j'avais une petite truc parce que tu sais, tu passes une semaine avec que des Canadiens, tu te rends pas compte, mais en fait, tu chopes tous les trucs et tu vois, c'est sympa. T'as entendu aussi les mauvais mots québécois? Les sacres? Ah, attends, il y avait quoi? Parce que tabernacle, c'est trop classique. Il y en avait un tabernacle, hostie. Hostie. Calice. Ah, c'est calice. Oui. Voilà, ça, c'est trop bien. Tellement, quand tu y penses, c'est tellement con de dire carrément des mots d'église, des objets dans une église qui sont devenus des mauvais mots. C'est comme je disais, mais c'est trop mignon parce que c'est vraiment... chaise ou table ou, ça fait vraiment pas... Ouais, alors que nous, on est là, mange tes morts et tout. Ouais, c'est ça, ouais, c'est enculé. Ouais. Oh, je les retrouve pas. Bon, c'est comme des insultes timides. C'est des insultes gentilles. Ouais, espèce de table. Et hostie, c'est quoi? C'est quand t'as une face de lune? Hostie, c'est le truc qu'ils donnent à l'église, le petit bout de pain. Là. Ouais, mais pourquoi est-ce qu'on te traite d'hostie? Ah, le truc, c'est que les sacs sont vraiment appliqués autant en nom, en verbe, en adjectif. Tu peux dire mon hostie ou je suis en hostie ou Non, tu peux l'utiliser de toutes les façons. Ouais. J'en ai trouvé un autre. Vas-y. Mon char. Dans mon char. Dans ma voiture, dans mon char. Ouais, dans mon char. Bon, moi, je prends le vélo, donc... Vous dites le bus? Ouais. Nous, on dit le boss. Ah, le bus. Tu sais, c'est comme chill, bass, c'est un peu plus cool, quoi. Mais Montréal, c'est très franglais aussi. Ouais. On prend un peu... en fait, vous aussi, vous êtes quand même beaucoup d'anglicisme, genre parking, shopping. Ouais. Nous, c'est carrément des phrases, on va dire, comme moitié mot anglais, genre, exemple, une phrase... Ce soir, on va au bar, get un drink. Genre, c'est vraiment. J'adore. Déjà le bar. Ouais, on va carrément. Ouais, c'est vraiment un langage. Ça me fait penser à la traduction d'Harry Potter où il parlait absolument normalement et tout d'un coup c'était Hermione Granger, tu vois. Genre what? C'était une traduction que j'avais chopée sur le net gratuite, pas tout à fait légale, qui était canadienne. C'était Run. Oh, mon Dieu. C'est vrai qu'il y a des films qui étaient tu récupérais gratos en ligne canadien. Ouais. Qui étaient différemment. Oui, c'est différent, ouais. Ils prononçaient les noms des héros différemment. Ils avaient une. Les Simpsons, français de France et français canadien. Incroyable. Ok, je note. Ouais. Bon, on va peut-être commencer notre épisode, non? Ouais. Assez de parler de potes de. Ouais. On a un invité en plus, Mathieu, qui n'a pas encore son micro, mais je pense que le prochain épisode, j'en rajouterai un. Le troisième. Bienvenue dans La Leçon, le podcast sur l'art d'échouer. Cette semaine, je suis ravie de recevoir Laurent Dagenais ou Dagenais? Ah, c'est une autre question déjà. Pourquoi les gens disent Dagenais ici? Je sais pas. À Paris, c'est la seule place où on dit Dagenais. J'ai dit à pâter le chaland. T'es sûr que je suis la bonne personne à qui demander ça, toi? C'est Dagenais, je comprends. En fait, c'est quoi quand j'ai fait mon story de Bordeaux, qui est à 1 heure de la ville de Agen. Ouais. Mon nom vient de Agen. Dagenais, d'Agen. Ça marche. Ouais. Ok, c'est rigolo. Peut-être faire un pèlerinage un jour. C'est dingue. Mes ancêtres à Agen. Je trouve ça trop cool. Mais donc oui, Laurent Dagenais, ouais.
Le chef aux 2 millions de followers sur TikTok et sur Insta. Je le reçois à l'occasion de la sortie de son livre, Toujours faim, sorti fin septembre, qui regroupe 70 recettes méga gourmandes, superbement illustrées avec un ton fun qui le caractérise. Hello Laurent. Coucou, ça va toi? Bon alors après toute cette introduction, on va parler, toi, d'un moment, d'un tournant dans ta carrière. Tu étais chef, tu te servais évidemment de tes mains, c'était ton outil de travail. Oui. Tu te casses le poignet, c'est Oui, ça? en snowboard. En snowboard. C'était le jour, c'était le 420, Ouais. le 420. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Ah oui, aussi. t'avais un peu fumé. Ah oui, peut-être que oui. Donc ça, c'est ton premier échec, C'est ne mon- pas faire les deux. Le premier échec. En fait, ça marchait bien avant, mais donc cette fois-ci, ça n'a pas marché, non. Ouais, ça a été carrément une grosse fracture du poignet qui a pris, ça a dû être une chirurgie après, donc j'étais 5 mois sans travailler. Mhm. Donc être chef sans poignet, c'est sûr que ça peut être un peu compliqué. Mhm. Donc ouais, ça a été vraiment une période où j'ai eu beaucoup de temps pour penser à ce que j'allais faire après aussi, mais c'était un peu l'élément déclencheur qui a un peu changé mon parcours. Peut-être que je suis encore dans un restaurant aujourd'hui gastro, travailler des 14 heures par Eh jour. oui. Donc merci à la fracture du poignet pour avoir changé mon parcours. Ouais, c'est dingue parce que, et tu le dis très bien, quand on bosse 14 heures par jour, on est dans une sorte de routine, un peu le hamster dans sa roue, t'avances, tu bosses, tu te couches, tu rebosses, t'as pas le temps en fait de penser Pas réellement. le temps de penser, puis pas le temps non plus de faire des vidéos Ah ouais. pour le plaisir. C'est vraiment, je pense, le changement d'emploi du temps qui me donnait plus de temps de pouvoir justement mettre les vidéos de l'avant, parce que sinon j'aurais été sûrement, comme tu dis, en mode focus sur la cuisine, puis ouais. Raconte-moi, c'est quoi ton quotidien là-bas? Est-ce que t'avais une spécialité? Comment t'es rentré dans ce milieu-là? En fait, c'est vraiment un peu une histoire classique, genre après le lycée, je savais pas trop quoi faire j'étais pas vraiment un fan de l'école, donc j'ai commencé à justement à prendre une pause entre l'école et la cuisine. Mhm. J'étais en mode genre skate shop local, juste kiffer avec les amis tranquille. Et mes parents m'ont dit un jour faut que tu payes un loyer si tu vas pas à l'école. Ouais. Donc j'ai dit bon, ça va me prendre quelque chose de plus concret. J'avais déjà 2 potes qui travaillaient en cuisine. Ils m'ont dit tu devrais essayer de faire un cours en cuisine pour voir si t'aimes ça. J'avais déjà j'avais déjà un intérêt, je dirais. Un intérêt pour la cuisine, mais sans plus. Mais c'est vraiment une fois à l'école que j'ai eu la passion qui a commencé à rentrer. J'ai quitté le skate shop pour un petit bistrot français. Mhm. C'est vraiment une petite place très très basique, mais c'est vraiment cool de voir un peu l'expérience là-bas. Ensuite, j'ai vraiment commencé à monter dans des restaurants de plus en plus haut de gamme, plus gastro, pour en faire finalement 8 ans, dont 5 à Montréal et 3 dans l'ouest du Canada. Ça doit être une pression de malade parce que on te demande de la perfection dans ce genre de restaurant-là. La pression est définitivement palpable dans ces restaurants-là. Ouais, c'est vraiment très intense. C'est des grosses heures de travail, c'est des 12, 14 heures, 15 heures des fois. Toute la prep, nettoyer ensuite la cuisine. Le lendemain, c'est tout le temps un peu l'effet de genre recommencer tout à zéro. C'est aussi l'environnement, c'est un peu toxique. T'as beaucoup de gens qui ont des problèmes avec l'alcool, les drogues. C'est pas tout Ah non ouais? plus. Ben ouais, c'est quand même connu. Pour Je pense que les tenir? cuisiniers aiment bien ça. Il y a Mathieu Ça qui est là, oh oui. Ben déjà t'es dans un environnement où tout le temps, tu sais, l'alcool en abondance, les gens sont fatigués, donc il y a des gens qui vont prendre des drogues aussi pour rester. Oh, c'est triste. Fait que Ça. fait que je pense que c'est peut-être moins pire qu'avant, mais il y a vraiment une période où c'était quand même un peu la norme, tu sais, c'est comme après une grosse soirée de travail, tu vas prendre un petit verre avec des amis, ça finit tard, le lendemain tu retournes travailler, c'est un peu un cycle qui peut être un peu toxique, quoi. Fait que, Ouais, bien sûr. Et puis en plus, quand tu vois tout le monde le faire et que toi, t'arrives pas à gérer le lendemain et que tu vois les autres très bien gérer, il y a un sort d'effet de groupe, d'effet d'entraînement, c'est ouais, dur. Ouais, puis c'est aussi en même temps, ça devient un peu aussi une famille. C'est vraiment comme, c'est un peu, tu passes tellement de temps avec les gens à qui tu travailles, vu que c'est des longs chiffres, que ça devient un peu comme, Tu vois pas tes potes après le Non, shift, carrément, t'as pas le temps, c'est quoi. ça, exact. Donc c'est ça. Moi, quand j'étais rendu dans l'Ouest canadien, c'était vraiment plus axé sur le plein air, sur le snowboard, la montagne, les lacs, tout. Donc c'était vraiment plus un environnement plus sain, je trouvais. Fait que c'était vraiment cool pour ça. Mais ouais, donc malheureusement, un jour, Sport20, j'allais faire du Donc snowboard. 4-20. Avant de travailler 4-20, ouais, je suis complètement défoncé le poignet. Mais alors attends, raconte-moi cette journée et tout. Ben, c'était une journée comme une autre. En fait, c'était vraiment juste ce qui était fun d'habiter là-bas, c'est que tu peux carrément le matin aller à la montagne, faire quelques laps sur Le rêve. sur Whistler ou Blackcomb. Après ça, tu retournes à la maison, ou même pas directement, t'allais carrément avec ton snowboard directement au restaurant,
tu te changeais en habit de chef. Après ça, boum, tu repartais le soir avec ton snowboard dans les mains. C'est trop la classe. Tu te rends Ouais. compte ces deux vies là où t'es snowboarder et Ouais, 2 secondes ouais, après c'est- t'es dans un étoilé. Ben, ça rend vraiment la vie, vraiment, c'est juste à la place d'avoir la routine d'être tout le temps dans la ville. T'as comme ta grosse dose de plein air avant d'aller en mode 12 heures dans un restaurant. Donc, c'est vraiment cool d'avoir un peu un train de vie plus santé. Mais ouais, donc la facture a vraiment mis un peu une grosse pause. En fait, je suis vraiment en mode bon ben chômage pendant comme chômage à vous, c'était comme je pense que c'est assurance c'est quoi, comment vous appelez ça en fait, assurance chômage, assurance quand Ouais. t'es blessé, je sais pas c'est quoi l'équivalent pour vous, mais en tout cas bref, 5 mois à juste comme 5 mois, c'est très, très, très long, surtout quand t'as eu l'habitude d'avoir un rythme tellement soutenu. Je vais faire un mauvais jeu de mots, mais il y a une cassure dans les deux sens du terme. wow. Ah ouais, je suis non, journaliste, c'était très- excuse-moi, Ouais, hein. non, ça c'était fort, ouais. Je tiens à dire à mon public que c'était vraiment hyper Improvisé. spontané, C'était- improvisé. Il y avait pas de notes, j'ai vu, c'était sur le moment. Ouais. Tout d'un coup, c'est hyper perturbant. Tu te lèves et personne ne t'attend. Tu dois plus rendre de compte à personne. Alors ça pourrait être positif, mais ça laisse une grande place au vide dans ta vie. Grande place au vide, ouais, définitivement. Et beaucoup de temps pour penser. C'était quoi la suite. Et durant, je pense que c'était vers la fin de comment on dit? De ton arrêt maladie. Ouais, mais quand t'es en guérison, t'es en convalescence. Ah, t'es en convalescence, ouais. Bon, bref. Quand j'étais en fin de convalescence, En rémission, non? En rémission? Non, j'ai un petit doute. En convalescence. En convalescence. Fin de convalescence. Ok, bon. Voilà. Donc, ouais, j'étais en fin de convalescence et j'ai des amis qui travaillent dans un petit restaurant, genre plus resto-bar. Il m'a dit, on est un peu short staff. Est-ce que tu peux venir nous faire un petit coup de main? On va te payer cash. Comme, bon, 5 mois dans une des villes les plus chères à habiter au monde. Je vais prendre le petit... Donc, je suis allé, puis je pense qu'ils ont vu que j'étais vraiment un chef et non un cuisinier. Donc, ils m'ont offert de prendre la position de chef du resto. Mais là, j'étais comme en mode, passer de comme foie gras et beaux produits à des nachos. C'était pas le meilleur switch, mais je me suis dit, en même temps, ça peut être bon de prendre un peu l'expérience de gestion, l'expérience de comme faire les inventaires, des trucs que tu touchais pas vraiment avant longtemps dans les restaurants plus gastro. Puis, c'est aussi un meilleur salaire, des avantages, la passe de ski payé, ça c'était un gros bonus, ouais. Donc j'ai accepté. Donc pendant 1 an j'ai fait ça, puis ça m'a complètement niqué ma passion pour mon envie de travailler dans les restaurants en fait, parce que c'était vraiment une place où c'était tous des cuisiniers qui venaient faire leur chef de travail pour pouvoir payer leur bière au bar le soir ou leur part. C'était pas des cuisiniers c'était pas de la passion. Donc, c'était tout le temps les gens qui étaient en retard, qui rentraient pas à leur chiffre. Donc, c'est vraiment comme, c'était dur de devoir travailler avec des gens qui étaient pas sérieux dans leur travail. Ouais, parce que quand la passion te tient pas, tout d'un coup, t'es toujours en opposition surtout. Ouais, je veux pas aller là, je veux pas faire ça parce que, souvent, on remarque ça, tu vois. Ben oui, c'est ça. Puis en même temps, avec du recul, c'est très comprenable. Je veux dire, c'est vraiment c'est un emploi comme un autre qui était... Ça reste un village touristique, donc la plupart des places qui sont tout le temps occupées, c'est les restaurants, les bars, les hôtels. Donc, il y a en même temps, il y a plein de gens c'est vraiment une place qu'il y a des gens de partout, du Japon, d'Allemagne, de France aussi, d'Angleterre, vraiment du monde de partout dans le monde qui a habité là-bas. Donc, c'est vraiment une belle place pour échanger avec d'autres cultures aussi. Mais bref, donc ça m'a vraiment mis un peu en mode, j'ai beaucoup de travail dans les restos. Donc, j'ai quitté la cuisine pour commencer à faire un peu de service, donc un peu de bartending, serveur, gestion. Donc, j'ai fait un peu toutes les positions dans un restaurant qu'on peut imaginer, je les ai fait déjà. Et puis, est-ce que inconsciemment, tu te disais pas, j'ai envie de me tester pour peut-être créer mon propre endroit? Ouais, peut-être d'explorer un peu. Peut-être que parce que j'ai peut-être été aussi un fan d'interagir aussi avec les clients. Oui. J'étais pendant longtemps dans des places plus retail avec comme les skate shops, c'était du temps avec les clients, puis l'échange, j'ai tenté plus que comme quelqu'un de social, donc c'était un peu des fois à l'arrière dans les restaurants, dans les cuisines, avec juste la même équipe, c'était pas mon truc, mais bref, ça a été quand même cool de faire l'expérience, de faire aussi un peu d'autres positions, puis finalement je suis revenu à Montréal avec le même groupe de restos, puis j'ai ouvert des restaurants à Montréal avec eux, j'étais rendu le directeur pour l'Est du Canada avec le groupe, c'est vraiment une belle position, genre beau salaire, assurance, bonus, tout, c'est vraiment un bel emploi, mais c'était pas non plus une passion. Donc c'était vraiment me faire appeler pour me dire la plomberie du resto, c'est comme genre j'ai rien à foutre, genre les rapports de vente. C'est comme on dirait que c'était pas quelque chose qui me. Puis first, vu que c'était pas mon restaurant à moi, c'était comme on dirait que c'était
Ouais. Je me sentais vraiment comme impliqué en mode genre gestion du restaurant, mais j'avais pas l'attachement que c'était comme mon spot. Et puis en plus, quand t'es manager, souvent, tu dois régler plus de problèmes que de moments sympas problème avec de ton staff, équipe. Problème de maintenance, problème de 1000 problèmes. Un restaurant, un bar, c'est constamment des problèmes. Après ces 5 mois là, d'ailleurs on n'en parle pas de ces 5 mois où tu dis que tu cogites. C'est pas un peu dur la solitude après avoir été autant entouré? J'habitais, en fait, vu que West Louis, c'est vraiment un endroit qui est très, très dispendieux, tout le monde habite avec des colocs. Ok. Donc, on était dans une maison, on était, je pense, 5 ou sympa. 6, avec des amis du Québec, des amis partout. Donc, c'était vraiment, j'étais pas seul, c'était pas Mais eux, ils allaient bosser la journée et puis toi, t'étais là, à ce soir! Ouais, c'est ça. Au moins, j'ai quand même profité un peu du moment d'arrêt de travail pour aller justement, tu sais, comme faire un peu de, je sais, poignet, tu peux quand même te promener aussi marcher. Donc, j'allais des fois faire des petits hikes, j'allais au lac, c'était l'été surtout. Donc, j'étais vraiment plus en fait, c'est l'été, c'est la fin de la saison. Donc, l'hiver, ouais, avril, donc c'est fin de saison. Donc, j'ai vraiment passé un peu la fin de l'hiver. Ça, c'était comme c'était plus long, la côte. La partie hiver, tout à l'intérieur, à rien faire, ça, c'était plus dur, mais... Putain, heureusement que tu t'es cassé à ce moment-là, c'est clair, sinon tu serais resté à l'intérieur. Ouais, c'est ça, exact. En même temps, ouais, c'est ça, exact, ouais. Donc là, au moins, c'est l'été, j'allais au lac, j'ai quand même profité c'est vraiment une belle place, donc on dirait que j'avais jamais eu la chance de vraiment profiter de l'endroit, parce que j'étais en mode travail. Bah ouais. Fait que je me suis dit, bon, aussi bien explorer, faire du camping. Donc, ça a été bon de pouvoir prendre du temps aussi, de repos forcé, de penser un peu à tout, de faire un petit reset, un petit focus, puis de revenir après ça. Et puis bon, alors évidemment il y a une grosse part de hasard, mais parfois on se fait mal aussi parce qu'on est fatigué psychologiquement, et tu sais que le corps il est un peu plus faible, et j'imagine que si tu bosses en permanence, ton corps il est pas au top. Puis en fait tu t'en rends même pas compte avant d'arrêter. T'es tellement en mode genre non-stop que c'est quand tu arrêtes que tu sais comme c'est ça la vraie vie. La vraie vie c'est de aussi être non, c'est vraiment c'est un travail qui est très très difficile, la cuisine. Donc ceux qui le font encore en mode resto, respect, parce que c'est vraiment c'est ouf, ouais. C'est chouette parce que ça te permet ce moment-là qui à la base est pas cool du tout. Ça te permet déjà de réaliser que toi t'as peut-être plus envie de ça. Ouais. Et puis ça t'envoie vers quelque chose d'autre, mais il y a cette vie-là qui commence après, qui te plaît presque encore moins que ce que t'avais. Ouais, exact. Ça doit être perturbant, ça. Ouais, c'est perturbant, c'est sûr. Puis on dirait que c'est un peu, c'est arrivé justement quand je pense après j'ai quitté le restaurant après 1 an, comme je disais, quand j'étais un petit peu, j'avais la flemme de faire ça. J'ai comme eu un moment où puis en plus dans mon livre j'en parle dans mon intro où j'explique que j'ai comme arrêté de tant me soucier de j'étais rendu où. Je me suis dit carrément, je pense que à date c'est toujours bien sorti, genre où t'as eu des bons emplois, ta vie se passe plutôt bien. Fais confiance à ça sonne ultra cliché on dirait à dire comme ça, mais ça fait genre un peu quote de film de merde. Mais, mais on s'en fout, tu vois. Ouais, mais c'est vraiment du genre comme fais juste te faire confiance puis te dire que des fois même si t'es dans une étape de ta vie où tu te dis qu'est-ce que je fais ici, genre il me semble que c'est pas le bon move ou peut-être que je perds mon temps. Mais on dirait que tu sais le vieux film dans le temps, l'effet papillon, je pense que ça dit quelque chose avec Ashton Kutcher. Bien sûr. Je parle un peu du poignet qui s'est cassé, c'était un peu le moment, un petit moment précis qui a duré 2 secondes la fracture, puis il y a eu un impact immense sur le reste de, tu sais, peut-être que comme je disais, je suis encore dans un restaurant, donc ce moment-là il fait vraiment un changement dans ma vie. Donc j'ai tant un peu été en mode genre fais confiance à ton parcours, à ta destinée si on veut dire, mais juste que je veux juste te faire confiance, puis chaque fois que tu as un emploi, que tu fais quelque chose, de te donner au maximum, puis être le meilleur que tu peux pour pouvoir justement en sortir quelque chose de positif. Donc j'ai tout le temps été dans le mindset de me dire comme fais juste faire tout à ton maximum, ça va devenir de dingue. Et puis t'as eu plus que raison de te dire ça. C'est tellement dur de se dire de faire confiance en la vie, parce que la plupart du temps quand on se le dit c'est que ça va pas de ouf, c'est des périodes un peu compliquées. Non, c'est vrai, exact. Et c'est souvent les périodes où on baisse un peu la tête, tu vois, en mode mais rien ne va. Et ce que j'adore avec la leçon, c'est que souvent on prend un peu de recul sur la situation et on se dit waouh, mais en fait, mais heureusement. Heureusement. Et toi, ouais, grave. C'est ça, exact. Hein. Toi, dans ton cas, en plus, t'as le courage d'explorer plein de trucs différents, de gravir les échelons aussi, et surtout, tu te formes à plein de choses
auquel tu te serais peut-être jamais formé si t'étais resté? Non, c'est vrai. Ben en fait, tout le monde des médias, en fait, c'est pas quelque chose que j'ai tout le temps été sur Instagram depuis, je pense depuis jour 1, mais je faisais vraiment en mode des petites publications de merde là, genre des petites photos avec un petit filtre dégueulasse comme on avait tous là. J'ai fait un ménage, c'est bon, il reste plus. Ah merde, parce que j'allais dire attends, on va scroller. Non, il y en a aucune que tu peux retrouver, ils sont déjà tous dans les archives. Mais bref, j'ai tout le temps été un peu, tu sais, comme attiré par ce monde-là des réseaux aussi. Mais c'était pas vraiment sous dans le plan de match. En fait, c'est carrément aussi quand j'étais revenu au Canada, j'avais comme parti aussi un petit projet de vidéo qui était cuisiner avec du cannabis. Ça s'appelait Terpène. Terpène, c'est un peu tous les groupes de saveurs prédominantes qui sont dans la bouffe, mais aussi dans le cannabis. Ah ouais, ok. Puis en fait, le timing, c'est que le cannabis va être légalisé au Canada partout. Je me suis dit, il y a peut-être un petit timing à faire quelque chose avec ça. Tu sais, genre bouffe, cannabis, c'est fun. Sauf que c'est plus un genre de vibe de... On dirait que c'était comme des vidéos de rap, mais avec de la bouffe, c'était comme un gros son trap avec genre des slow-mo, fait que c'était pas vraiment le ouais, le cool, concept, il était pas pas encore non, on n'avait pas encore fait non, c'était pas encore un concept béton, mais ils ont fait ça sur Combini, je crois, on est d'accord, non? Ça s'appelle je me demande si c'est pas les recettes sandwich où il y a pas. Mais il y a aussi IFNZerb aussi ouais, je crois avec qu'il y a un Caballero, Jean ouais, voilà, c'est ça. C'est que juste Combini, ils parlent pas, ils ont pas le droit de parler du pétard et du coup, non, c'est un sandwich. À la viande ou à la salade, enfin c'est que des trucs comme ça. Et moi je l'ai fait avec beaucoup de mes rappeurs en promo, souvent des gros rappeurs qui on sait tous qui fument et du coup ils parlent de sandwich. Tu l'aimes comment ton sandwich? Oui, c'est ça. Chargé, ok. C'est encore un peu tabou ici quoi le cannabis, ouais. Ils se sont fait taper sur le doigt régulièrement en Combini, alors que c'est un gros média, ils se font emmerder régulièrement. Par qui? Par les instances. Sur le côté, tu parles pas de... Oh la vache. Il y avait les recettes pompettes avec Monsieur Poulpe qui était... Attends, ça c'est un concept qui vient du Québec, je crois, ça. Mais sauf que nous, en France, il a été quasiment interdit à la télé. Avec sur YouTube, ouais. même sur YouTube. Avec l'alcool seulement, non? Ouais, c'est ça. Ouais, mais c'est relou, quoi. Non, mais c'est incroyable, c'est le fou, meilleur concept de l'univers. Ouais, c'est bon. Ouais. Bisous à Monsieur Poulpe si tu nous écoutes, il est passé Poulpe. dans la leçon aussi. Ah bon, parfait. Mais on était à jeun. Ah bon, c'est bon à savoir. Attends, ce serait marrant ça. Non, bon, attends, pour une autre fois. Pour une autre fois, ouais. Là, il est 17h08, on va attendre un peu encore pour l'apéro, ouais, c'est vrai. Mais alors, t'avais ce concept-là. Oui. Est-ce que tu commences à le mettre en place? Ouais, en fait, c'est ça, on a fait comme quelques événements aussi à Montréal, genre pop-up, genre dans un parc ou donc il y avait un peu intérêt, mais c'était pas, j'ai comme pas eu le feeling que ça allait partir en mode genre viral, tu sais, c'était comme ça prenait du temps à décoller. Puis aussi genre juste qu'aux États-Unis, en Californie, c'était déjà vraiment avancé tout ce qui était comme bouffe cannabis avec Vice entre autres. De ouf. Donc puis il y avait comme des gens des savants des druides du cannabis qui étaient comme en mode genre des petites infusions de il y a même des bonnes sœurs qui ont un monastère ou un prieuré qui font leur propre cannabis. C'est très cool ça aussi, ouais. Très très cool. Mais donc bref, ça a été vraiment aussi un jour je me suis dit carrément l'audience de gens qui mangent avec cannabis versus sans, genre je suis pas à la bonne place, c'est juste vraiment un monde beaucoup plus donc à travers ça je sentais un peu que c'était en train de comme tomber en mode genre on va juste laisser tomber le projet, puis j'ai commencé à faire des petites vidéos chez moi à la maison en mode caméra frontale, genre story Instagram de mon souper de A à Z, ça c'était durant le COVID. Puis c'était vraiment, tu sais, dans le temps qu'il y avait comme 1000 stories, tu peux avoir comme les mini bars de stories. Okay, ouais. Là, c'était vraiment comme beaucoup de stories, mais les gens étaient vraiment comme en train de kiffer, genre plein de questions, des commentaires. Puis c'était vraiment comme pas c'était pas bien filmé, c'était vraiment comme je dis front cam iPhone 8. C'est hyper dur, franchement les gens se rendent pas compte, mais filmer une recette, c'est hyper dur. 100%, puis c'est ultra amateur, mais les gens étaient quand même j'avais environ 5000 followers dans le temps, c'est pas comme mais bref, après ça ma copine est arrivée dans le décor aussi, on s'est rencontrés durant le COVID. Puis je pense que ça c'est elle qui m'a carrément dit un jour, elle était assise genre à Lilo, moi je filmais en caméra frontale, elle dit tu sais que je pourrais filmer tant qu'à te regarder comme une merde à juste rien faire. Je dis
Et là, je me suis dit, c'est la mort de ma vie. Je me suis dit, waouh, quelle belle parole. J'ai dit, allez, on l'essaye. Mais j'étais presque un peu réticent, genre, oh non, c'était comme un step de plus. C'était rendu comme en mode, genre, filmé pour vrai. C'était plus comme en connerie. Donc, en tout cas, bref, j'ai dit, ouais, t'avais plus le droit de dire, oh, je suis amateur. Là, ouais, non, c'est ça. Tu te donnais à fond. Juste le fait que quelqu'un tient un téléphone puis te filme versus frontcam, c'est vraiment comme j'étais comme vraiment à l'aise vu que c'était ma copine. Je c'était pas genre 8 personnes avec des caméras, spotlight, des gens qui sont comme genre let's go, faut qu'on vas-y, fais-nous rire. Ouais, c'est ça, exact. Là, c'était vraiment des contracts, tu verres de vin tranquille. Donc on a fait un premier montage. Elle m'a convaincu aussi de partir un compte TikTok. J'étais un peu en mode encore une fois genre TikTok c'est pour les vidéos de danse genre un peu chiant. Elle est incroyable ta copine, elle a senti je sais, c'est la meilleure, ouais. Puis d'ailleurs, en plus, elle est encore aussi, elle est opticienne. Donc j'ai toujours dit qu'elle avait l'œil pour les vidéos, c'est ma petite. Tu vois que tu fais des jeux de mots de merde. Ouais, je sais, exact. Ouais. Ça, j'ai essayé ça de mon papa aussi, ouais. Les vannes de merde. Hein. Mais bref, je la dis encore parce que je l'aime. Mais ouais, donc c'est ça. Donc on a mis, je pense, 2-3 vidéos sur TikTok et il y en a une qui est partie vraiment en mode viral. On l'a posté, je pense, le soir à comme 23h. On s'est couché. La même, je me réveille, le téléphone était en train de genre exploser. Wow. J'avais genre 1% de batterie qui me restait. C'était en mode notification sans arrêt. Puis j'avais, je pense, 10 followers. Puis on s'est réveillé avec 100 000 followers le lendemain. What? Ouais, ça a vraiment explosé. Puis c'était un peu... je pense qu'il y a plusieurs raisons pourquoi c'est viral. À la base, c'était quand même une recette qui était cool. Mais c'était aussi un Gravlax, c'était pas... traditionnel, c'est un peu un Gravlax avec une twist de chef. Okay. Donc là, il y a eu une grosse guerre, genre de comme tous les pays scandinaves qui sont comme mêlés de l'histoire en disant comme non, les Norvégiens, c'est eux qui l'ont inventé, non, c'est les Finlandais, non, c'est les Danois, non, ouais, là, c'est l'équivalent des pâtes carbonara, quoi. Genre, j'ai attaqué, j'ai mis un plat qui était très très paella, pasta, Gravlax, c'est très chaud là, faut faites attention. Puis en plus je savais pas, mais Gravlax ça veut dire saumon, je pense que c'est saumon enterré. Donc, moi j'avais comme écrit Salmon Gravlax, donc j'avais comme dit saumon 2 fois dans le titre. Donc les gens m'ont fait comprendre assez vite que c'était pas OK. Et ça va, t'as réussi à te remettre de tes émotions? J'ai été surprenamment, depuis le jour 1, les commentaires m'ont jamais genre affecté, genre comme en mode ça me détruit, genre c'est pas non plus des commentaires genre méchant, genre ou... je pense que j'avais quand même une bonne confiance aussi en mes talents de chef, donc c'était pas en mode genre je me cherchais ou en même temps je dis ça aussi, mais j'avais quand même aussi beaucoup en fait ma grosse crainte c'est de pas avoir l'approbation des autres chefs. Ah oui, ça je comprends. Puis ça j'en parle beaucoup aussi dans le livre aussi du fait que genre au début j'avais vraiment le syndrome de l'imposteur parce que j'avais vraiment un peu la crainte de pas être bien vu par mes confrères chefs ou puis finalement un jour j'ai comme vraiment de plus en plus eu des approbations des chefs que j'admirais depuis longtemps au Québec ou ailleurs. J'ai fait comme ça m'a un peu donné le feu vert pour aller comme plein gaz faire des vidéos sans me soucier. C'est comme si ça m'a vraiment comme ça me libéré d'un poids. Ça me libérait, carrément. Ouais, c'est que ça c'était cool. C'est trop joli ce moment-là où tu te dis c'est ouf parce qu'on peut bosser autant qu'on veut dans un domaine et puis tout d'un coup on tente quelque chose comme ça à l'intuition et en fait c'est grâce à ça qu'on va trouver le succès dans le premier domaine. Tu vois, c'est fou. Ouais, je pense que c'est vraiment un mélange en fait de comme un peu mes 8 ans dans les restos gastro, ma Amandine que un bon œil d'opticienne comme on dit, oui. Mais vraiment je pense que ça a été un peu un combo de tout ça, c'est la musique, l'éclairage, le filming. Premier projet qui n'avait pas marché mais qui t'avait mis un pied à l'étrier aussi. Je pense que oui, ça m'a déjà mis un peu en mode genre j'avais déjà un pied dans la porte de ce domaine de vidéo. Mais là ça a vraiment comme pris des ampleurs plus importantes. Ça a vraiment comme ça commence à augmenter comme 100 000 à 200 000, 300 000, 400 000, 1 million. C'est dingue. Après ça, il y avait un peu le gros écart aussi entre TikTok et Insta. Maintenant, c'est rendu égal, mais c'était vraiment comme... Ça devient un peu comme une drogue d'avoir le petit excitement de... toutes les likes, les commentaires, tu peux quand même faire un petit refresh sur ton téléphone, puis genre, tu vois comme ça monte à coup de genre 1000 followers. C'est comme... c'est définitivement un feeling qui est genre... c'est un peu comme une drogue, c'est addictif, là. Donc, ça en faire plus en plus de vidéos, de tout le temps avoir la validation, c'est vraiment comme... Ça doit être dur, du coup, quand... Moi, je comprends trop cet effet de drogue, il y a un sort de truc grisant, et d'ailleurs, c'est prouvé scientifiquement, ça te booste les hormones du bonheur. Ouais. Et puis, tout d'un coup, il y a
l'algorithme qui change en permanence et une vidéo qui marche moins et toi t'as donné tes tripes, t'y crois à mort. On le voit souvent ça, ouais. C'est dur d'être dépendant de ça aussi. Ouais, ça, j'avoue que en fait, TikTok, j'ai vu aussi qu'il y a eu un immense déclin dans les vues. Ah ouais. Puis pas juste moi, vraiment beaucoup de monde que je suivais depuis longtemps, qui a des gros comptes. Genre, je pense, tu sais, j'ai des vidéos qui avaient comme des 27 millions de vues. Putain, c'est dingue. À passer maintenant à tout ce que je peux publier, ça reste en coin de 100 000, 200 000 max. Oui, ce qui est énorme, en fait, en comparaison des 27 millions à 200 000, c'est quand même un gros... mais je pense qu'ils ont comme... Il y a eu un update sur l'application un jour, puis tout le monde ont comme... C'est comme si au début, on comme dit, comme, allez, des vues pour tout le monde, mais c'est sûr qu'ils ont fait ça. Puis ils ont fait, Le seul buzz que j'ai fait, c'était pendant le confinement avec une vidéo postée en 2 secondes de mon chien, tu vois. Ah ouais? Je crois que c'est le... 200 000. Bah, c'est quand même pareil pour 200 000 de chien. Non, c'est énorme, là, c'est énorme. Mais je suis sûre qu'il faisait ça. Et vraiment, mais Sergio, si tu m'écoutes, Sergio de Combini d'ailleurs, qui m'avait dit, Pauline, mets-toi sur TikTok et tout. J'étais là, franchement, je sais pas et tout. Mais comme moi, avec Amandine, c'est ça. Ouais, sauf qu'il est pas opticien et du coup... Il est pas l'œil. Ouais. Bon, Sergio, quand même. C'est un peu trop tard maintenant. Mais je pense que c'est peut-être vraiment ça. En tout cas, des fois, genre, je dis carrément que peut-être que ça serait pas arrivé non plus tout ça si c'était pas le timing aussi. Tu sais, c'était vraiment le timing de durant le COVID, tout le monde était sur leur téléphone. Mais bien sûr. Et en plus, peut-être l'algorithme était aussi un peu en mode Fire. Fait que donc oui, peut-être que ça a été ça aussi facteur, mais est-ce que tu y repenses parfois à cette période de transition de ce poignet cassé? De toi qui au départ est là, les boules, c'est mon outil de travail, et au final ta destinée qui en découle. Chaque fois je me dis, je regarde mon poignet encore, la grosse cicatrice, je suis comme, yes, merci. You got this. Ouais, merci. Ouais. Non, mais c'est con, mais c'est vrai, pareil, c'est définitivement, pour moi, c'est l'effet papillon qui est arrivé avec mon poignet, je pense. De dingue. Ouais. De dingue. Donc de pouvoir juste comme cuisiner avec à mes termes, de pas avoir aller dans les restaurants, je peux voyager, je suis ici sur Paris avec vous. Avec les punaises de lit. Les punaises de lit sur Paris, on est bien. Après c'est juste c'est vraiment cool de pouvoir faire les belles rencontres, de pouvoir voir différentes cultures, de voyager, ça t'a ouvert tellement de portes en fait. Ouais, non, c'est vraiment fou quand même, c'est comme on dit, c'est les perks de la job de pouvoir justement. C'est quoi ça, les perks? C'est les avantages. Je guess c'est les avantages du métier. Oui. Ouais. Alors là, c'est pas l'accent, c'est juste que je parle pas si bien anglais que ça. Ouais, perks, c'est comme c'est les petits les avantages, les petits bonus. De dingue. Est-ce que pour terminer cet épisode, je pourrais te poser une question parce que j'ai entendu ça il y a pas longtemps et ça m'a rendu dingo. Sur TikTok et je pense sur Instagram aussi, apparemment, il y a des gens pour faire des vues qui font des vidéos de cuisine. La recette, en vrai, elle est dégueulasse, mais physiquement, pas physiquement, visuellement, c'est très satisfaisant. Il y a du fromage qui dégouline, machin. Et en fait, le truc, il est imbouffable. T'en as déjà entendu parler? Genre, j'ai pas au goût de faire aucun name drop. Non, on n'est pas là pour ça. T'inquiète. Non, mais il y a beaucoup de gens, en fait, qui sont comme, qui se sont improvisés, genre cuisiniers, ou même des gens de célébrités qui étaient des gens plus comme mannequins qui ont commencé à faire de la bouffe. Ah oui. Qui faisaient les vidéos de coaching sportif avant, genre, tu vois, ou juste qu'il y avait comme du contenu il y a beaucoup de gens, je pense qu'il y a des fois des concepts pour du contenu qui finissent par un peu comme par plafonner leur où ils ont comme il y a plus rien à faire avec leur concept, genre, donc là ils s'improvisent d'autres choses, mais oui, il y en a beaucoup, des fois c'est carrément des cuisiniers et non des chefs, tu le vois directement. Mais oui, il y a des trucs qui sont des fois genre pour avoir des vues, genre des gros trucs pleins de fromage, ultra gras, ultra dégueu. Et en fait, tu peux même pas le manger tellement c'est dégueu. Puis j'en ai quand même fait quelques-uns moi aussi pour le show, mais c'est pas vraiment mon style. C'est plus des fois comme une collaboration avec quelqu'un ou tu veux faire quelque chose qui va être vraiment comme spectaculaire. Ouais, je comprends. Genre j'en ai fait un avec, je sais pas si vous voyez, c'est qui, Maddie Madison, le chef, le gros chef tatoué. Ouais. Non, je pense qu'il... On a fait un sandwich à 3000 balles. Il y a du Wagyu A5, des oursins, une mayo avec 400 balles de caviar, du foie gras. Oh non! Des truffes. Ça me donne envie du de homard. Ça me dégue. Ouais. Déjà, le mélange fruits de la mer. C'était cher. Ah ouais. Et j'ai payé la facture, je sais. Et t'as pas goûté? Ah oui, on a goûté. Ah ouais, alors? Oui. Ah oui, regarde.
je dirais pas que c'est peut-être dégueu, mais je dirais que c'est pas recherché, c'est pas, à ne pas refaire chez soi. Ben, c'est vraiment pour le show tout le temps, mais c'est pas que c'est manque de technique, manque de finesse, c'est juste c'est grossier, quoi. C'est pas mon style, j'aime pas ça, moi. Non. C'est de la merde. Ouais, c'est de la merde. Cloug. Je répète, c'est de la merde. Un petit mot de la fin. Merci beaucoup d'avoir reçu. Mon livre Toujours fin est disponible partout, en magasin, à la Fnac, à toutes les petites librairies, Amazon, partout en fait. Donc c'est déjà pas mal en vrai. C'est déjà pas mal en vrai, ouais. Donc ouais, c'est vraiment 70 recettes comme tu disais, des petites tranches de vie, des petites anecdotes sur mon parcours et famille et tout. Donc ouais, je suis très content à l'acheter et je vous aime. Merci. Trop Bisous. cool. Merci beaucoup. Merci. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour suivre les coulisses du podcast, n'hésitez pas à me follower sur Instagram @Paulette_Grisoni, sur Twitter, podcast LL en majuscule, ou sur Facebook, La Leçon Podcast. On se dit à très vite pour un nouvel épisode.